3, 2, 1. Here we go! Mesdames, Messieurs, bonjour, Frédéric Denré. Je suis toujours à mon poste pour cette 5e table ronde de ce premier cyclo Clermont-Ferrand, 4e pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, 21e si j'ai bien compté pour toute la France. Merci d'être là. 5e thème ce matin, donc le 2e de la matinée. Les solutions fondées sur la nature, on va les appeler comme ça. Le titre exact, parce qu'il faut quand même que je le cite: renaturer pour résister, solution au pluriel pour l'eau. Tout cela se cache derrière l'acronyme SFN. On adore fabriquer des acronymes, c'est très techno. SFN, c'est pas la Société française du naturisme ou du naturalisme. On parle bien de solutions fondées sur la nature. Mesdames, Messieurs, pour en parler, merci d'accueillir Geoffrey Pacaud, Stéphane Maneval, Jean-François Fauquet, Lucie Galland et Julien Saillard. Ce qui veut dire d'applaudir. Eh ben oui, en fait je vous ai appelé. Je signale la présence de représentants du collège de Mauriac. Vous êtes là, levez la main qu'on vous voit bien. Voilà, classe de 3e, c'est ça. Vous êtes tous heureux d'être là. Vous allez tous poser plein de questions. Oui? Bon, on va voir. Geoffrey Pacaud, où êtes-vous? C'est vous. Vous êtes animateur milieu aquatique pour Vichy Communauté. Bonjour. Stéphane Maneval, vous êtes là. Merci. Technicien rivière à Clermont-Auvergne Métropole. Jean-François Fauquet, vous êtes leader planète périmètre Europe Industrie. Vous nous direz ce qui se cache derrière ce titre. Lucie Galland, vous êtes chargée de mission pour l'association du réseau des sites Rivières Sauvages. Julien Saillard, vous êtes responsable du pôle territorial Puy-de-Dôme au Conservatoire d'espaces naturels Auvergne. Ce n'est plus Anselme qui porte le micro. Si. C'est alors Constance, est-ce que vous pouvez promener un micro, je sais que c'est pas terrible ce que je vais faire, auprès de nos amis collégiens, n'importe qui. Ah, vous n'avez pas de micro? Parce que moi, je ne peux pas me déplacer, il faut que je reste à l'image, car mesdames, messieurs, tout est filmé sur YouTube. Qui vous voulez? Mademoiselle, bonjour, comment tu t'appelles? Agathe. Si je te dis solution fondée sur la nature, ça te dit quelque chose ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Et la nature, c'est quoi pour toi? C'est la forêt. Ouais, c'est tout? C'est l'herbe. Ouais, c'est pas mal. Quoi d'autre? C'est la faune et la flore. Très bien, tiens, passe ton micro à quelqu'un d'autre. Mademoiselle, comment tu t'appelles? Élise. Alors Élie, c'est quoi la nature pour toi? Bah oui, c'est la faune, la flore, les animaux. Ouais. C'est... Est-ce que l'eau fait partie de la nature? Oui. Ouais. Et si je te dis, Élise, je sais pas, espace protégé, ça te parle ou pas? Non. D'accord. Est-ce que tu peux repasser le micro? Merci. Julien Saillard, Conservatoire d'espaces naturels. Il y a une bonne définition de la nature là que vous avez entendue? Oui, il y a pas mal d'éléments qui ont été cités, oui. Bon, les CEN, c'est quoi, les conservatoires d'espaces naturels? Donc les conservatoires d'espaces naturels, ce sont des associations qui ont pour objet la préservation et la gestion des espaces naturels à l'échelle de leur territoire. C'est un réseau national de conservatoires. Et donc on intervient à la fois pour préserver des terrains au travers de la maîtrise foncière et d'usage. Donc les conservatoires sont propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels. Pour l'Auvergne, par exemple, c'est un peu plus de 3000 hectares, 300 sites qui sont protégés par le conservatoire. Et puis, les conservatoires interviennent aussi beaucoup en appui aux politiques publiques en faveur de l'environnement. Et donc, on met en œuvre différentes solutions fondées sur la nature, notamment pour relever les défis de société, notamment sur la ressource en eau. Alors, c'est quoi une solution fondée sur la nature, qu'on soit tous d'accord sur une même définition?
Les solutions fondées sur la nature, ce sont des actions, alors ça peut être des actions de préservation, de restauration, qui vont s'appuyer sur les services écosystémiques, les services que rendent les espaces naturels sur la ressource en eau, sur le stockage de carbone, etc. Et donc ces solutions fondées sur la nature, ces actions, elles vont permettre de relever des grands défis de société comme le changement climatique, comme l'approvisionnement en eau à la faveur du changement climatique, etc. Bref, si je résume, mais je vais résumer de manière caricaturale, il faut laisser faire la nature parce qu'elle fait mieux que nous, pour moins cher. Ce n'est pas la solution unique, mais c'est l'une des solutions pour relever nos défis de société. Et donc, il faut s'appuyer sur ces solutions fondées sur la nature, qui doivent également être viables économiquement. Et l'intérêt de ces solutions fondées sur la nature, on en verra quelques exemples tout à l'heure, c'est qu'elles sont multi-bénéfices et elles sont également sans regret. Donc il n'y a pas d'impact collatéral négatif. Lorsqu'on construit un barrage pour le soutien d'étiage ou l'écrêtement du cru, eh ben, il va y avoir des impacts négatifs. Le principe des solutions fondées sur la nature, c'est qu'il n'y a pas d'impact négatif. Il n'y a que des impacts positifs. Et alors après, généralement, ces solutions fondées sur la nature, ce sont des petites solutions qui vont avoir d'effet global que dans la mesure où elles vont se multiplier à l'échelle du territoire selon une stratégie un peu cohérente. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer là? Ça, c'est à vous, hein? Oui, je découvre. Eh bien, c'est un exemple de solution fondée sur la nature lorsqu'on travaille sur les zones humides. Donc, les zones humides, qu'elles soient en tête de bassin versant, au niveau des sources ou plus en aval sur le bassin versant, ces zones humides, elles vont rendre de multiples services, que ce soit notamment sur la ressource en eau, au niveau quantitatif. Vous connaissez probablement le rôle d'éponge de ces zones humides qui vont se gonfler au moment des précipitations pour retenir l'eau et ensuite eau qu'elles vont restituer progressivement en période où il y en aura moins et ça va permettre d'assurer le débit des rivières et l'approvisionnement en eau. C'est quoi? C'est l'équivalent de quoi? D'un barrage par exemple? Une zone humide? D'un micro-barrage? Alors, c'est ce que je disais, une zone humide, on ne peut pas comparer l'effet d'une zone humide sur un barrage qui va représenter plusieurs hectares, plusieurs millions de mètres cubes. Par contre, à l'échelle d'un bassin versant, si on arrive à préserver et restaurer les zones humides, il faut rappeler que plus de la moitié des zones humides ont été détruites depuis le milieu du XXe siècle. À l'échelle d'un bassin versant, si on arrive à préserver et restaurer l'ensemble des zones humides, eh bien là, il va pouvoir y avoir un impact significatif qui va être au moins équivalent, voire supérieur à ce que peuvent être des barrages de soutien d'étiage, par exemple. C'est un régulateur hydrologique, une zone humide. Alors peut-être pour nos amis collégiens, une zone humide, c'est quoi? Comment on peut la définir? Alors, une zone humide, c'est un milieu naturel qui va être lié à la présence d'eau dans le sous-sol, qui va être plus ou moins temporaire ou permanente. Parfois, cette eau, elle va aussi non seulement être dans le sous-sol, mais à la surface, notamment dans les zones inondables. Et ce caractère, cette présence de l'eau qui va se traduire par un stress hydrique, notamment, va impliquer une biodiversité spécifique en termes de végétation. Les végétations vont être adaptées à la présence de cette eau temporaire ou permanente, donc une végétation spécifique. Et puis ces espaces de zones humides vont accueillir également toute une biodiversité, une faune qui, elle aussi, va être adaptée à la présence d'eau permanente, d'eau libre ou de végétation humide. C'est quoi? Donc c'est des tourbières, c'est les marais, c'est des étangs aussi? Est-ce que les étangs sont des zones humides? Les étangs sont une sorte de zone humide, notamment ce qu'on appelle les queues d'étangs. Donc ces zones où on a très peu de hauteur d'eau vont pouvoir avoir un fonctionnement assez proche de celui d'une zone humide.
Donc à l'échelle de la géologie de notre région, par exemple, on a une grande diversité de zones humides sur notre territoire, notamment auvergnat, avec des toutes petites zones humides au niveau des sources, des têtes de bassins versants. On a ensuite notamment les tourbières, plutôt en altitude chez nous, qui sont des milieux très spécifiques. Et puis après, lorsqu'on va descendre un peu plus en altitude, eh bien, on va avoir toutes les zones humides associées au cours d'eau. La ripisylve, la forêt riveraine des cours d'eau, eh bien, c'est une sorte de zone humide et les arbres, la végétation qu'on va y trouver est liée à la présence d'eau plus ou moins temporaire au niveau du sous-sol. Et puis, bien sûr, les grandes zones alluviales, donc les grandes zones de plaine qu'on va retrouver chez nous au travers des cours d'eau tels que la rivière Allier, la Dore, la Lagnon ou un peu plus en aval la Loire, où là on va avoir des zones humides de très grande taille, très complexes. On parle d'hydrosystème puisque c'est un ensemble de différentes zones humides qui vont interagir avec la rivière. Donc elles ont plein de mérites, on le redécouvre aujourd'hui. Et pourtant, on les a drainées, on les a abîmées, on les a asséchées pendant des années. Pourquoi ? C'était pour les besoins de l'agriculture, parce qu'elles avaient mauvaise réputation, parce qu'on les a oubliées tout simplement. Pourquoi on s'en est aussi peu occupé, voire on les a maltraitées, ces zones humides ? À une époque, on sous-estimait tous ces services rendus, tous ces services écosystémiques rendus par les zones humides. Ils étaient méconnus. On n'était pas dans le même contexte non plus que celui qu'on a aujourd'hui. Une zone humide qui était en permanence gorgée d'eau, eh bien autrefois, au sein d'une pâture, c'était une problématique pour l'agriculteur. Les veaux s'y perdaient, risquaient de se noyer parce qu'il y avait des moustiques. Voilà, et puis plus... Et dans les légendes des sorcières et des sorciers, voilà, et des gens malfamés qui vivaient autour des marécages. Il y a encore des légendes comme ça en Sologne. Et oui. Exactement. Et aujourd'hui, dans notre contexte climatique actuel, lorsqu'on est en période de sécheresse et que la végétation de la zone humide, ça devient l'unique tache verte au sein de la pâture, parce que tout le reste de la prairie est grillé, et bien là, c'est l'un des services rendus aussi pour l'agriculture, parce que cette tache verte de végétation, eh bien, elle va pouvoir servir à l'alimentation du troupeau qui n'a rien d'autre à manger sur le reste de la prairie. Ça veut dire que les zones humides sont associées à l'élevage systématiquement ? Oui, tout à fait. Dans nos territoires de moyenne montagne où on a un élevage très important, on a encore beaucoup de zones humides fonctionnelles. On en a aussi beaucoup qui ont été drainées par le passé pour assainir ces zones par rapport aux inconvénients qu'on évoquait tout à l'heure. Donc les solutions fondées sur la nature, eh bien, c'est quoi sur ces zones humides de moyenne montagne qui ont pu être drainées ? Eh bien, ça va être par exemple du bouchage de drains. Il peut y avoir différentes méthodes. Expliquez. Eh bien, les drains qui ont été donc des petits fossés qui ont été creusés pour évacuer l'eau le plus rapidement possible. Eh bien, on va les boucher ces drains, soit avec de la terre, soit avec des petits ouvrages en planches de bois, pour restaurer la fonctionnalité de la zone humide et qu'elle soit en capacité, à nouveau en période de précipitation, eh bien, de pouvoir stocker le maximum d'eau qu'elle va pouvoir ensuite relarguer progressivement. Donc ça, c'est un exemple de solution fondée sur la nature, sur les zones humides. Si on passe à la diapositive suivante, on descend... Vous avez la petite zapette, si vous préférez. Merci. On vous écoute. On descend un peu plus en aval et on arrive là dans les zones de plaine, en Limagne, où on a par exemple la rivière Allier, sur laquelle le conservatoire travaille depuis plus de 20 ans. Où on parlait tout à l'heure d'hydrosystème. C'est un fonctionnement complexe où ce qui se passe dans la rivière interagit étroitement avec la nappe d'eau qu'on appelle alluviale parce qu'elle est contenue dans les alluvions, les sables et les graviers de la plaine alluviale. Donc une interaction importante entre la rivière et sa nappe d'eau. Et donc, cette vaste zone humide qu'est le Val d'Allier a également subi des dégradations dans le passé, une surexploitation du stock alluvionnaire, les extractions de sable et gravier pour construire toutes nos infrastructures,
ou encore la mise en place de protection de berges, parce qu'il y a 50 ans ou même plus davantage dans le passé, on considérait sur ces grands cours d'eau que la priorité, c'était finalement de les domestiquer, de les maîtriser par du génie civil, par la mise en place de gros enrochements sur les berges pour figer le lit de la rivière. Et là aussi, à l'époque, la connaissance n'était pas la même que celle qu'on a aujourd'hui, et on sous-estimait les conséquences que ça pouvait avoir sur le fonctionnement de la rivière. Mais notamment... le but, c'était quoi? Pardonnez-moi, c'est on rectifiait, comme on disait, les rivières, on les transformait en caniveaux. C'était pour évacuer l'eau le plus vite possible? C'était juste ça? Je vais aller trop vite, pardon, j'aurais pu commencer par là. Oui. On a la chance sur nos plaines alluviales d'avoir des cours d'eau qui bougent encore aujourd'hui, c'est-à-dire ils ont une dynamique fluviale active pour assurer leur équilibre. Eh bien, ils vont éroder leurs berges pour se recharger en sédiments, et ça a pour effet d'avoir un lit de la rivière qui se déplace dans le temps au sein de sa plaine avec la formation de sinuosités, des méandres qui vont se déplacer dans le temps et dans l'espace. Et donc ça, c'est très intéressant pour avoir une ressource en eau qui soit pérenne, tant en quantité qu'en qualité. Donc malheureusement, tout ça, dans le passé, ça a souffert. Et donc aujourd'hui, pour relever notamment les défis d'approvisionnement en eau sur notre région, eh bien, il faut qu'on accélère la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature sur ces milieux-là. Il y a déjà des actions qui sont mises en place, mais il faut les démultiplier pour espérer avoir des effets significatifs sur la ressource en eau, sur l'approvisionnement en eau. Donc un exemple de solution qui est mise en place, par exemple, c'est des opérations d'effacement de ces protections de berges, de ces ouvrages en gros enrochements. Effacement, destruction, quoi. Oui, tout à fait, qui ont été mis en place pour figer le lit de la rivière. Ici, vous avez un exemple, on est du côté de Maringues, dans le département du Puy-de-Dôme, un ouvrage qui avait été mis en place dans les années 70, on l'aperçoit sur la photo en haut à gauche, donc des enrochements qui avaient été mis en place pour figer le lit de la rivière pour éviter que l'érosion aille menacer à l'époque une plateforme de tri des sables et graviers qui étaient extraits un peu plus loin. Et donc cette plateforme avait disparu, donc finalement cette protection de berge, elle avait plus d'usage, mais elle jouait toujours son rôle de blocage de la dynamique fluviale, de l'évolution de la rivière. Et donc on a fait les travaux en 2019. Alors c'était des travaux finalement assez simples, hein. Je vous passe la phase réglementaire qui est plus compliquée, mais les travaux étaient assez simples. Ils ont duré 3 semaines et ils ont consisté à enlever le point de blocage, c'est-à-dire 600 mètres cubes de blocs d'enrochement qui ont été enlevés et évacués. C'est la photo que vous voyez là. Donc on a juste fait enlever finalement la contrainte qui pesait sur cette dynamique fluviale. Et puis ensuite, on a laissé faire la rivière. Et donc là, ça pose la question de cette capacité de la rivière à retrouver ou pas son fonctionnement naturel. Sur cet exemple, on a eu de la chance, c'est que quelques mois après l'enlèvement de ces enrochements, eh bien, on a eu des crues très efficaces. On parle de crues morphogènes. Ce n'est pas forcément des crues qui débordent, qui font des grosses inondations, mais c'est des crues qui vont bien remplir le lit de la rivière et qui vont avoir un effet très important sur la morphologie de la rivière, les processus d'érosion, de transport de matériaux, etc. Et donc, on a eu des crues qui ont tout de suite permis à la rivière de réactiver ces processus d'érosion et de réactiver sa dynamique fluviale localement. Hein, il faut rester modeste. Ce n'est pas en enlevant une protection de berge qu'on va restaurer la dynamique fluviale de toute la rivière. Comme je le disais tout à l'heure, il faut démultiplier ces actions. Et donc, en 2025, eh bien, on a fait le bilan 5 ans après ces travaux. Et 5 ans après ces travaux, vous avez l'illustration sur la vue aérienne. Eh bien, la rivière a restauré son fonctionnement normal sur cette zone. Et en 5 ans, eh bien, elle a érodé la berge avec un recul de berge de plus de 50 mètres. Donc, c'est assez important. Donc, il y a eu un effet de réajustement avec une augmentation forte des vitesses d'érosion. Ça va probablement se stabiliser dans les années à venir. Et cette érosion de berge, eh bien, ça a permis de recharger en transport sédimentaire de la rivière. Ça représente plus de 50 000 mètres cubes que la rivière a prélevé sur la berge.
On a enlevé 600 mètres cubes d'enrochement Mhm. et ça permet à la rivière de se recharger avec plus de 50 000 mètres cubes de transport sédimentaire. Donc on voit le gain que ça peut avoir et la chance qu'on a d'avoir encore sur notre territoire des rivières qui ont, on parle de capacité, de résilience, la possibilité de restaurer leur fonctionnement naturel. Il faut savoir que sur d'autres bassins versants, sur d'autres cours d'eau du territoire français, eh bien, pour recharger en sédiment de la rivière a perdu sa capacité, Mhm. eh bien, on fait intervenir des camions pour déplacer le sable et venir déverser ces sables et graviers dans l'île de la Rivière pour la recharger en sédiment. On a la chance sur la rivière Allier qu'elle peut encore retrouver sa capacité de résilience. Donc ça, c'est un bel exemple, alors sur lequel je vous passe tous les détails, mais on a travaillé avec différents partenaires, les universités, etc., pour suivre les résultats de ces opérations. Donc ces premières opérations montrent que ça peut fonctionner, et donc il faut maintenant les démultiplier pour relever ces défis de société, comme par exemple l'approvisionnement en eau. Alors justement, je vais vous poser une question très bête. Ça, je vois bien le bénéfice, étant de formation écologue, je vois bien le bénéfice pour la nature, mais je suis béotien. Quel est le bénéfice pour l'homme? Eh ben, le bénéfice, Ça me sert à quoi d'avoir un reméandrage? Ça me sert à quoi d'avoir un fonctionnement naturel? Moi, Alors, être humain. c'est le schéma qu'on montrait sur la diapositive précédente. En permettant à la rivière de se recharger en sédiment, Ouais. en fait, on va enrayer le processus d'incision du lit, d'enfoncement du lit de la rivière qui est lié aux extractions de granulats. Et donc, si la rivière ne s'enfonce pas, eh bien, la nappe alluviale ne s'enfonce D'accord. pas, puisque les deux Très bien. communiquent. Et donc, ça permet de maintenir en quantité le stock de ressources en eau que l'on a au sein de la plaine alluviale de l'Allier. Je rappelle, la nappe alluviale de l'Allier, ça permet d'alimenter en eau potable l'équivalent de 700 000 habitants sur le bassin Allier et aval. Donc on voit là le service rendu pour l'homme si on arrive à maintenir pour les générations à venir ce stock de ressources en eau. C'est pas facile à comprendre au premier abord, mais vous le faites bien. Le travail en surface, au bénéfice des écolos pour faire court, en fait, la partie immergée de l'iceberg, c'est l'approvisionnement en eau. C'est-à-dire que parce qu'on fait ça, on va contribuer à un meilleur rechargement de la nappe. Voilà, vous avez été très clair, merci. Je sais pas, Vichy Communauté, Clermont-Auvergne, Stéphane Malval, les solutions fondées sur la nature. Pardon, une autre petite question, Monsieur Sayer. Il y a assez de micros. Ce que vous avez fait là, il y a eu de l'acquisition foncière. Vous avez dû négocier avec le monde agricole, parce que je suppose, là, vous avez dit. Oui, vous intervenez directement sur des terres agricoles, là, je suppose. Donc, ça a un coût. Il faut convaincre. Il faut convaincre, il faut voir que on vient proposer localement d'enlever un aménagement qui a été vendu quelques décennies en arrière comme un aménagement protégeant les riverains des aléas naturels de la rivière. Donc légitimement, ça soulève des craintes, fondées ou pas, mais légitimement, ça soulève des craintes. Et donc il faut faire accepter ces opérations. Donc ça, c'est très difficile. Il faut avoir une légitimité foncière, donc soit avoir des propriétés foncières, soit avoir l'accord des propriétaires, et puis convaincre l'ensemble des acteurs locaux. Vous avez parlé des agriculteurs, mais bien sûr les élus locaux, etc. Donc c'est un long travail à mener pour arriver à la faisabilité de ces opérations. Donc on travaille avec différents partenaires et on est aussi soutenu pour mettre en œuvre ces actions par nos partenaires publics, notamment que sont l'État, l'Agence de l'eau et certaines collectivités territoriales qui nous mènent à mener ces actions. Que ferait-on en France sans les agences de l'eau? À propos de l'eau, je me le demande, je dis ça pour les quelques politiques qui considèrent que les agences de l'eau sont une dépense inutile. Il y en a un d'ailleurs dans cette région, enfin pour qui d'ailleurs toute agence de l'État est inutile. Vous voyez qui je veux dire, le promoteur des parcs à rouge. Stéphane Manval, vous n'avez pas de parc à rouge, fort heureusement. Dites-moi, les solutions fondées sur la nature, pourquoi à Clermont-Auvergne? Alors, du coup, nous, on travaille sur ces sujets parce qu'on a la particularité d'être une ville. Contrairement à ce que tout le monde, beaucoup de gens disent, Clermont-Ferrand, c'est une grande ville de France, mais qui n'est pas construite sur un fleuve ou une grande rivière. Pour autant, Clermont-Ferrand est c'est quand même développé sur la base de petits cours d'eau. Et ces petits cours d'eau ont été exploités pendant des siècles par l'homme. Petits cours d'eau, ça veut dire 3 mètres de large, 300 litres seconde. C'est des petits cours d'eau.
mais du coup qui sont faciles à modeler aux besoins de l'homme, et c'est ce qui s'est passé pendant des siècles, je dirais pas des millénaires, mais certainement que ça remonte à très vieux. Voilà, donc nous, la particularité des rivières de la métropole, c'est qu'elles sont petites, qu'elles sont dégradées elles ont été dégradées par l'homme pendant des siècles, et du coup, nous aujourd'hui, enfin moi qui suis technicien de rivière, du coup, ma fonction, c'est d'essayer de rétablir une écologie sur ces cours d'eau qui ont été traumatisés pendant des siècles d'activité humaine. Pourquoi? Pour les besoins propres du cours d'eau? Encore une fois, je vous pose la question basique. Qu'est-ce que les Clermont-Ferrandais, je ne sais plus comment, les Clermontois, pardon, qu'est-ce que les Clermontois pourraient en tirer comme bénéfice? Le bénéfice, c'est un bénéfice, je dirais, de cadre de vie, c'est-à-dire des cadres de vie dans le sens où une rivière qui est jolie, qui est fonctionnelle, qui est arborée avec des poissons vivants dedans, c'est quelque chose qui est plaisant à regarder. Puis après, c'est, je pense, aussi une question un peu philosophique qui est globale pour nos sociétés actuelles, c'est-à-dire que voilà, on a exploité pendant longtemps la nature, on l'a dégradée, on s'en aperçoit et on a quelque part un petit problème de conscience. Voilà, donc, Alors vous, moi, sans doute, on l'a, mais les administrés, les citoyens de Clermont-Ferrand, est-ce qu'ils l'ont? Est-ce que c'est un message qui passe aujourd'hui? Est-ce que la nature a pris de la valeur? Oui, alors moi je pense, alors encore une fois, j'ai un regard particulier dans le sens où je suis un technicien de rivière des villes, c'est-à-dire des zones un peu traumatisées. Mais je pense que les citoyens, globalement, sont demandeurs et supportent les dépenses financières qui vont avec qui vont avec le principe de renaturer des cours d'eau dégradés des zones urbaines. Donc, parler de dépenses parce que ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Voilà. Plus cher que de faire du génie civil à la papa. Ça se vaut, disons. Voilà. Ah oui, quand même. Oui, ça se vaut. Donc c'est pas parce que on fait confiance à la nature que ça va rien coûter du tout. C'est pas forcément moins cher. C'est-à-dire que à partir du moment où on renature, on a souvent des rivières qui sont bétonnées ou avec des enrochements. Bon, déjà, il faut commencer par enlever ces enrochements, il faut commencer par détruire. On est en ville, donc tout coûte plus cher en ville. Puis une fois qu'on a enlevé, c'est comme si vous aviez, au lieu de construire une maison, vous aviez d'abord une démolition à faire avant de reconstruire une maison. Ça coûte forcément un peu plus cher. Et typiquement, voilà. Et puis les transports, etc. en ville sont plus compliqués, plus lents. Donc globalement, ça coûte quand même plus cher. Voilà. Est-ce que la végétalisation de Clermont-Ferrand, c'est une solution fondée sur la nature? On a ouvert quelques chaussées, j'ai vu, on a fait pousser quelques arbres, ou c'est pas du tout ça? Ça participe vers quelque chose qui est plus positif que de la minéralisation ou du bétonnage systématique comme ça se faisait dans les années 80, par exemple, typiquement. Voilà, je pense que... Concrètement, vous avez des exemples à nous donner de SFN que vous avez mis en œuvre? Oui, tout à fait. Donc il faut vous munir voilà, c'est le bouton vert. Voilà, donc du coup, c'était cette diapo pour vous présenter quand même, voilà, encore une fois, le territoire de la métropole, 21 communes. Donc, pour bien comprendre la mécanique de la collectivité, c'est vous avez ces cours d'eau qui naissent à l'ouest, donc sur la chaîne des Puys, et qui descendent vers l'Allier à l'est. Et tous les cours d'eau de la métropole, donc Tierten, Artière, Béda, Ozon, fonctionnent sur le même principe. C'est la même typologie, on dit, c'est le même type. Hein. Encore une fois, des rivières 3 mètres de large, 300 litres seconde, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc vous avez la chaîne des Puys, Orsine-Saint-Genès, où on a des zones classées, très préservées, très naturelles. Vous avez la faille en rouge, bon, je ne rentre pas dans les détails. Et puis après, on arrive tout de suite dans la zone urbaine, Clermont-Ferrand, Beaumont, Sébaza par exemple, c'est périurbain, urbain. Et on finit, ces rivières finissent leur trajet dans l'Allier en passant par la plaine de Limagne. Bon, on a tous les cours d'eau de la métropole sont fondés sur ce même fonctionnement. Donc vous avez les photos sur la droite. Hein, la photo en haut c'est donc la partie naturelle de la chaîne des Puys. Vous avez à droite le périurbain. Là, c'est une photo qui a été prise à Aubière. Donc périurbain, on a encore de la rivière. On voit qu'on a du béton. Voilà, on commence à artificialiser la rivière. Hein, elle est plus naturelle. Elle est encore vivante, mais elle est plus naturelle. En dessous d'Aubière, du coup, vous avez ce cadre souterrain. Donc là, c'est l'hypercentre de Clermont-Ferrand, d'Aulnat, par exemple, où là, la rivière disparaît par contre. Hein. C'est pour ça aussi que les Clermontois disent que c'est une grande ville sans rivière. C'est que là, on l'a couverte. On a mis des routes, hein, souvent dessus, des parkings. Voilà, et puis après, la dernière photo avec les tuyaux, là, ça, c'est la partie Limagne. Donc la partie zone agricole. Donc c'est ça la typologie des rivières de la métropole. Et nous, on va intervenir plutôt sur la séquence, sur la photo à Aubière, celle en haut à droite.
et un petit peu sur la séquence Limagne en bas à gauche. La partie découverture ou la partie couverte, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui a été mis en œuvre par la métropole. Pourquoi? Trop cher? Trop cher, et puis encore une fois, on a profité de couvrir les rivières pour y mettre des choses dessus. Donc si on veut supprimer le chapeau, il faut supprimer ce qu'on a mis dessus. Et donc sur nous, Clermont-Ferrand, c'est beaucoup les axes routiers qui ont été mis sur la dalle de la Tiertaine ou de l'Artière, quoi. Alors vous savez sans doute qu'une partie de la Bièvre qui avait été recouverte, la Bièvre c'est une rivière, un affluent de la Seine qui s'écoulait à Paris depuis le 94, et une bonne partie a été redécouverte dans le 94. Et ça va aller dans votre sens, les coûts sont ceux d'un TGV, en gros. Voilà, donc allez-y effectivement avec mesure. Je vous incite, mais néanmoins, tout le monde s'y retrouve et comme vous l'avez dit, les gens sont heureux de vivre à nouveau auprès d'une rivière qui s'écoule à peu près correctement. Je ferme cette parenthèse, effectivement, il y a un coût considérable. Allez-y, pardon. Donc voilà, donc nous les découvertures c'est quelque chose qui se fera, hein. Moi je n'ai pas trop de doutes, ça va se faire, mais pour l'instant voilà, la métropole aujourd'hui, j'ai pas de diapositive avant-après à vous présenter sur la découverture. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes obligé de rester. C'est jusqu'à 13h. Hein, et ils en ont marre. Vous en avez marre, en fait. Allez-y, monsieur Manval. On va dire que c'est ma faute, du coup. Mais non. Allez-y. Donc du coup, là c'est un exemple de restauration de rivière qu'on a fait en 2024. Donc là typiquement, on est sur cette zone périurbaine. La Tiertaine du coup vient de finir sa descente de la zone de la chaîne des Puits, de la faille de Limagne. Elle arrive en ville sur la commune de Chamalières. Et là, donc, du coup, sur cette séquence de 250 mètres, on avait une rive droite qui était artificialisée avec un mur de soutènement de 3 mètres de haut en maçonnerie. Et du coup, donc ça c'était issu du passé, hein, on est sur une ancienne friche industrielle. Et du coup, la métropole, on a réussi à acquérir une bande. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais dans la typologie, dans la façon d'être de nos rivières, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont non navigables et à partir de là, elles appartiennent aux propriétaires des berges. Donc on est sur nous, on est une collectivité, un service public, mais on intervient sur des berges qui sont à la base privées. Donc déjà, il faut régler la question foncière pour que notre collectivité puisse financer des travaux. Donc, typiquement, sur cette friche industrielle, on a pu, qui avait une vocation à devenir du résidentiel, c'est-à-dire qu'on devait construire un bâtiment dessus, on a pu, avec le promoteur, négocier une bande de 7 à 15 mètres une bande de terre le long de la rivière, ce qui nous a permis de restaurer le cours d'eau. Parce que du coup, pour supprimer le mur, donc on remplace le mur vertical, du coup, 3 mètres de haut, par une berge végétalisée, mais du coup, il faut un talus, il faut une pente douce. Donc on mange du terrain pour faire ça, d'une paroi verticale à un plan incliné. Terrain qu'il vous faut acheter. Voilà, qu'il nous faut acheter dans ce cadre-là. Il a fallu qu'on achète cette bande de 7 à 15 mètres avant de pouvoir faire quoi que ce soit, quoi. Ah oui, c'est pas simple, souvent c'est coûteux. Voilà, c'est coûteux, et puis c'est souvent compliqué juridiquement, etc. Enfin, les négociations, hein, comme acheter un bien à n'importe qui, quoi. Donc ça, c'est surtout le facteur limitant pour nous, des rivières non navigables. Donc l'Allier est public du domaine de l'État, mais nous, les rivières de la métropole sont trop petites et voilà, relèvent du domaine privé. Donc là, typiquement, le mur, on l'arrache, on l'écrase, on l'évacue, donc la partie démolition. Et on couche le talus et donc on utilise des techniques dites écologiques pour restaurer le cours d'eau. Donc ici, on couche le talus, on met un géotextile biodégradable que vous voyez en marron, qui a vocation à protéger les sols des crues, mais aussi de l'érosion par les pluies. Hein. Donc ce géotextile est posé, on ensemence, on plante. Donc à terme, là, vous avez la photo de droite, c'est juste avant les travaux. Après les travaux, mais ça va se verdir très, très rapidement. Hein. On a des capacités de cicatrisation qui sont très fortes dans nos latitudes. Hein. En Auvergne, les étés deviennent secs, mais globalement, on a des milieux qui cicatrisent très vite. Voilà, donc voilà, on enlève un mur et on met des berges végétalisées. On est obligé de maintenir un peu de minéralité, c'est-à-dire en pied de berge. Vous voyez sur la photo, on a 50 cm d'enrochement en pied, parce que la Tiertaine est une rivière torrentielle avec forte pente et beaucoup d'énergie à dissiper. Donc on ne peut pas utiliser 100% des techniques dites végétales pour renaturer ce cours d'eau. Donc voilà.
l'autre exemple, c'est toujours sur la Tirtaine. Alors c'est encore un an plus tard, c'était en 2023. Donc là, on est dans le parc de Beaulieu. Donc parc de Beaulieu, on n'a pu intervenir parce que c'était un parc, donc c'était une propriété de la commune de Chamalières. Donc déjà la question foncière, elle a été réglée. Et donc on a utilisé des techniques végétales là aussi pour renaturer un tout petit tronçon. Hein. Nous, c'est vraiment petit bout par petit bout de 80 mètres. Donc vous avez le avant-après, hein, on voit bien avec. Donc c'est entre deux couvertures béton. Hein, on travaille entre deux couvertures béton sur la commune de Chamalières. Donc, voilà, mais du coup, comme on n'a pas non plus, on a beaucoup de zones couvertes. Ben voilà, on prend soin des zones qui sont découvertes. Donc typiquement en haut à gauche, vous avez le avant. Donc on avait un parc certes, mais qui avait été aménagé dans les années 80, façon années 80 en fait. Avec quand même beaucoup de béton, des enrochements, avec une végétation qui arrive à pousser entre les dalles béton et puis les enrochements. On avait quelque chose qui n'était pas très intéressant. Donc on a supprimé tous ces enrochements, toutes ces coulures de béton. On en a profité aussi pour évacuer des sols pollués à l'hydrocarbure issus du passé industriel des berges de la Tirtaine, 10 mètres cubes, qu'on a retrouvés 30 ou 40 ans plus tard quand on a fait les terrassements. Et donc on a évacué tout ça. On supprime les enrochements, on supprime le béton, on couche le talus de berge, on met notre géotextile, on met des graines, on plante. Et c'est comme ça que rapidement, d'ici 3, 4, 5 ans, on aura un milieu qui sera écologiquement et paysagèrement attrayant, on va dire. Donc là, on n'a pas utilisé d'enrochement, on a utilisé des fascines à l'office, c'est-à-dire qu'on utilise des boudins de géotextile plantés de plantes qui aiment vivre dans les pieds dans l'eau. Donc un peu plus écologique que les enrochements que j'avais présentés précédemment, mais un peu plus fragile aussi. Donc avec un peu des échecs sur ces aménagements. Pour le coup, ça fait pas peur aux gens. Ils vont vous dire ah ben non, si ça déborde, si ça inonde, on va avoir les pieds dans l'eau, ça va être détruit. Ça rassure moins a priori un béotien qu'un enrochement ou du béton. Alors nous, on a tendance à essayer d'avoir un petit gain hydraulique, mais la vocation des chantiers, c'est pas d'aggraver le risque d'inondation, mais c'est pas forcément de l'améliorer, mais c'est pas de l'aggraver, quoi. Tout ça est passé en modèle hydraulique. Avec des ordinateurs pour recalculer la compétence hydraulique de la rivière après aménagement. Voilà, tout ça est vérifié. Du coup, je crois que j'ai manqué des photos, non ? Ouais, j'ai manqué des photos. Hein. C'est pas grave. Bon. Je précisais aussi qu'en zone urbaine, pourquoi on dépense de l'argent pour renaturer les cours d'eau, c'est peut-être important de le dire, c'est qu'Annabo est une zone très urbaine, avec beaucoup de population, 300 000 habitants autour de nos petits cours d'eau. C'est qu'on a quand même des gains en termes de qualité d'eau. C'est-à-dire aujourd'hui, la qualité d'eau de la métropole, des rivières de la métropole est quand même correcte sur beaucoup d'endroits. Et puis on a, comme je vous l'ai montré sur la carte initiale, on a la chaîne des puits, nos rivières urbaines sont connectées à la chaîne des puits. La chaîne des puits, c'est des zones préservées, et du coup, on a un alvinage permanent. C'est-à-dire qu'en permanence, on a du poisson qui descend de la chaîne des puits, qui se retrouve en ville, plus ou moins coincé. Mais ce que je veux dire, c'est que qualité d'eau, les poissons sont là. Ce qui manque aujourd'hui, à cause de l'artificialisation, du bétonnage des berges, etc., c'est les habitats. C'est-à-dire que le poisson, il descend, mais encore faut-il qu'il puisse vivre, c'est-à-dire se nourrir, se protéger, se reproduire. Mais du coup, je dirais la renaturation du milieu physique, recréer des habitats naturels pour notamment les poissons, ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup, parce qu'on a quand même un gain. Un bénéfice. Voilà, on a des gains en qualité d'eau, on a cet empoisonnement permanent. Et ça vaut le coup de se tracasser un peu. C'est pas de l'argent perdu parce qu'on sait que les conditions de réempoisonnement et de qualité d'eau sont là, quoi. Je voulais le préciser aussi. Et une petite dernière. Et là, du coup, complètement ailleurs, on est sur. C'était Chamalières. Là, on est sur la commune d'Aulnat, sur la rivière Artière. Donc là, typiquement, la Limagne, on disait, Julien parlait de rectification des tracés, c'est-à-dire au lieu d'avoir une ligne sinueuse en Limagne, on a fait des fossés drainants finalement. Donc très fonctionnel sur l'aspect écologique, on a fait ça dans les années 70, en même temps qu'on faisait du remembrement agricole. On a fait du caniveau, voilà. On a fait du fossé, c'est très optimisé sur l'hydraulique, ça marche très bien l'hydraulique, c'est-à-dire faire passer l'eau le plus vite possible, ça marche. Par contre, la dégradation écologique de ces milieux est hyper forte, quoi. Et puis quand ça déborde brutalement, ça déborde violemment. Voilà, tout à fait. Donc
Donc je trouvais sympa de vous montrer voilà, une vue aérienne qui montre bien les principes de renaturation de ce qu'on fait autrement quand on hyper centre-ville. Donc on avait en haut la rivière très linéaire et en bas du coup on s'est amusé entre guillemets à redessiner un lit très sinueux au sein du chenal de crue. C'est-à-dire que la capacité hydraulique n'a pas diminué, elle est identique. Par contre l'écologie est meilleure puisqu'on a en augmentant la sinuosité du cours d'eau, on augmente la quantité d'habitat. Et on augmente du coup les potentiels d'accueillir la vie au sein de ces rivières, au sein de ce cours d'eau, quoi. Et est-ce qu'on diminue la probabilité que les maisons soient les pieds dans l'eau en cas d'inondation? Là, non. Pas de Dommage. fausses promesses. Très bien. On évite les fausses promesses. Là, c'est vraiment du paysage, de l'écologie. Ok. Voilà. Monsieur Paco, et la concurrence alors à Vichy? À Vichy, l'eau est permanente. À Vichy, à les pieds dans l'eau. On a vu hier avec les gens de la mairie, pas de la métropole, si de la métropole, non, de la Vichy Communauté, pardon. Voilà, sur les eaux de baignade, l'eau est partout. Donc a priori, le rapport à l'eau des habitants est différent. Enfin, est-ce que le rapport à l'eau des habitants est différent? Est-ce que dès lors que vous parlez de solutions fondées sur la nature, il y a moins de questions, il y a plus d'acceptation, ou finalement c'est la même chose? Il faut ramener les gens, il faut rappeler aux gens ce qu'est la nature, à quoi ça sert et pourquoi on fait ces travaux. Oui, alors ça dépend vraiment des endroits de l'agglomération. C'est vrai que la question de l'eau à Vichy est assez essentielle, primordiale. Une ville d'eau comme Vichy, tout le monde est concerné par cette question-là. Et il y a beaucoup d'usages à Vichy avec le plan d'eau sur les baignades, comme vous avez pu voir. Donc c'est hyper important de s'en préoccuper. Et les gens, généralement, quand on leur explique que les solutions fondées sur la nature, c'est important pour la qualité du milieu et de l'eau, ils le comprennent facilement. Rapidement. Par contre, des fois, c'est plus dur de mettre en place des actions quand ça va les concerner directement, ça va toucher leurs usages. Donc, ça va Par exemple, par exemple, dès qu'on va toucher sur des zones un peu agricoles, où il va y avoir des agriculteurs qui auront pu modifier des cours d'eau pour leur activité, là, ça va être un petit peu plus difficile à comprendre qu'on va les remettre à l'état naturel, puisque ça peut les gêner dans leur activité. Même s'ils comprennent bien, des fois, l'intérêt que ça va avoir sur la qualité derrière du milieu et de la ressource. parce que votre périmètre englobe un périmètre agricole. Oui, on peut peut-être passer la bien diapo, s'il vous plaît. On se rendra peut-être mieux compte. Ouais, donc vous avez la carte qui affiche, donc on voit bien Vichy qui est le long de la rivière Allier, donc dernière grande rivière sauvage d'Europe, sauf dans la traversée de Vichy, puisqu'il y a ce plan d'eau et ce barrage-là. Sauvage, on verra bien avec Madame Galland ce qu'elle en pense. Ouais, voilà. En tout cas en partie. Et ce que vous pouvez voir sur le périmètre de l'agglomération, c'est qu'il y a de nombreux autres petits cours d'eau, même des très petits cours d'eau. On en est à peu près 900 km sur l'agglomération. Et ils sont assez différents puisque dans la partie est, la partie un peu où le relief est plus marqué, on va avoir des cours d'eau qui vont être souvent préservés par les activités humaines, donc souvent en bon état écologique. Pourquoi préserver? Parce qu'on ne peut pas y faire d'agriculture, d'usine? Ou moins d'agriculture en tout cas intensive, ça va être plus de l'élevage, donc on va voir moins modifier les cours d'eau directement. Et puis ça va être des zones plus forestières, plus naturelles encore. Donc les zones humides, on les a pas trop drainées du côté de Vichy? Ça dépend des endroits, mais sur les parties un peu plus en amont, sur la montagne bourbonnaise, ils sont encore assez préservés. C'est vrai que pour le coup, dans la partie plus à l'ouest, dans la partie plaine, là on va avoir des cours d'eau qui vont être modifiés par les activités humaines, donc aussi bien urbaines qu'agricoles, et on va retrouver des états écologiques plutôt dégradés, médiocres. Et donc c'est vraiment sur celle-là, sur ces cours d'eau-là en tout cas, qu'on va agir en priorité pour essayer de retrouver un bon état et qu'il soit plus résilient aussi face au changement climatique. Voilà, je peux enchaîner. Nous, on travaille à Vichy Communauté grâce à la compétence GEMAPI. C'est une compétence qui est devenue obligatoire pour les collectivités, enfin les EPCI en tout cas. Gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations. Exactement. Voilà. Et ce que je voulais peut-être dire avant de vous présenter une action, c'est qu'au sein de l'agglo de Vichy, et je pense comme toutes les collectivités à l'heure actuelle, la question de l'eau est essentielle et prioritaire. Notamment avec une approche globale du grand cycle de l'eau. On en parle beaucoup en ce moment, parce qu'avant on avait vraiment une vue plutôt sur le petit cycle, vraiment réseau, avec l'eau potable, l'assainissement, et maintenant on prend en compte donc la GEMAPI, les milieux aquatiques, les cours d'eau, les zones humides, la prévention des inondations, mais aussi la gestion des eaux pluviales avec des solutions aussi qui vont être fondées sur la nature. On peut juste voir les exemples là sur les photos, c'est-à-dire que pour gérer ces eaux pluviales, on ne va pas tout emmener dans un réseau, mais on va aussi créer des zones d'infiltration naturelle, des noues enherbés, où l'eau va pouvoir s'infiltrer dans le sol, et des parkings aussi plutôt perméables. Donc ça va éviter de tout concentrer et de générer aussi des inondations lorsque les réseaux sont C'est une politique récente, ça, à Vichy Communauté? C'est assez récent. Alors ça tend à se développer de plus en plus, parce qu'on voit bien les problèmes des réseaux et de leur capacité après lorsqu'ils sont saturés. Ce qui est assez
récent, c'est que maintenant on intègre vraiment toute cette question dans tout ce qui va être document d'urbanisme, dans projet d'aménagement du territoire, où là tous les services vont travailler ensemble pour vraiment qu'il n'y ait pas de loupés, qu'il n'y ait pas des problèmes qu'on a pu constater les dernières années, quoi. Alors une action donc. Alors voilà, nous on a travaillé sur le territoire de Vichy-Co dans le cadre d'un contrat territorial. Donc c'est un contrat qui est passé notamment avec l'agence de l'eau. Encore eux. Mais grâce à eux, on peut avoir des subventions assez intéressantes sur de nombreuses actions, des actions de restauration assez ambitieuses, notamment sur les cours d'eau. Et là, on va travailler à l'échelle d'un bassin versant, c'est ce qui apparaît en rouge. Là, on est sur les affluents de l'Allier, donc tout ce qui va se jeter dans la rivière Allier sur le territoire de notre agglo. Et c'est donc des limites naturelles, non plus administratives. On voit qu'elles dépassent les limites de l'agglo. C'est aussi pour ça qu'il y a plusieurs acteurs qui ont signé ce contrat-là, notamment du pays de la Palisse ou également la Fédération de pêche qui œuvre beaucoup aussi sur le territoire pour mettre en place des actions sur les cours d'eau. Donc maintenant, je peux vous présenter une action plus concrète. On a un petit film à vous présenter. C'est comme ça, c'est assez visuel. Ça vous explique bien. Ça ne dure pas 10 minutes, oui, ça va. Non. Je sais. 1 minute 30, c'est rapide. Et ça montre bien le avant, pendant, après. Donc si on peut Allez, le on lancer. regarde. Voilà. Donc là, on part sur le Goursé. C'est un petit affluent donc de l'Allier, du côté de Bussé, pour ceux qui connaissent, au sud de Vichy, du côté de Saint-Thior. Voilà. Alors, c'est un petit peu là. Donc le cours d'eau, il était contraint par un étang, là que vous voyez un petit peu. Alors là, il est un petit peu. Oui, on voit mieux sur les autres écrans, pardon. Ouais. Et donc il y a une route communale aussi qui était souvent inondée parce que le cours d'eau, vous voyez, était contraint. Il y avait un passage sous la route sous-dimensionné, de petites buses qui faisait un obstacle à l'écoulement, l'étang qui était inutilisé, envasé, des foyers de renouée du Japon, c'est des espèces invasives aussi fortement présentes sur ce cours d'eau-là. On a commencé par vidanger l'étang avec une pêche de sauvegarde pour sauver les poissons et les remettre dans la rivière Allier, là notamment. Et au droit de cet ancien étang, on a recréé un lit naturel pour le Goursé, pour ce petit ruisseau, donc là avec les pelleteuses, pour recréer un lit, des méandres. Sous la route, on a changé le petit passage busé pour mettre un pont cadre en béton de plus grande capacité pour laisser un débit plus important, notamment en période de hautes eaux. Donc on voit juste après les travaux le cours d'eau plus naturel qui a été dessiné, le passage sous la route qui permet le libre écoulement de l'eau, les aménagements de berges en génie végétal en pente plus douce, donc de nombreux arbres et arbustes qui ont été plantés pour stabiliser le pied de berge. Et là on voit en septembre de cette année la végétalisation du cours d'eau. L'eau s'écoule normalement, passe sous la route sans problème. La végétation a bien poussé, ça stabilise bien les berges et la végétation va avoir ce rôle, va pouvoir avoir ce rôle naturel de filtration aussi de l'eau, de corridor écologique puisque ça va permettre de l'habitat de nombreuses autres espèces aquatiques ou terrestres et puis la stabilisation après de l'ensemble du site, ce qui a aussi permis de préserver la route et lutter contre les inondations. Et tout ça pour la modique somme de... Alors tout ça, ceux-là, c'est des travaux qui sont assez coûteux puisqu'on est à peu près à 238 000 € hors taxe. Mais il faut savoir que ce qui a coûté cher, c'est aussi le passage, le pont cadre sous la route en béton, puisque là, on est à plus de 50 000 à peu près rien que pour ça. C'est du génie civil. C'est assez technique et coûteux. On a aussi tout le foyer de renouée du Japon. Là, c'est très dur de se débarrasser de ces espèces invasives. Donc là, c'est une technique assez technique justement qui coûte assez cher. Plus de 70 000 € rien que pour ces plantes invasives. Vous en avez fait quoi? Vous avez passé le bébé à quelqu'un d'autre Ouais, c'est ça. Non. D'accord. Non, en fait, on nettoie la terre, on crible la terre de toutes les racines, les rhizomes de ces renouées. Bon courage. Ils sont après amenés en décharge, et après on réutilise la terre. En décharge? Oui, décharge. Vous ne réglez pas le problème si vous le mettez en décharge. Décharge agréée où elle ne pourra plus repousser. Justement, on ne la remet pas à un autre endroit. Oui, c'est sûr. J'espère. Oui. Mine de rien, quand on fait, je me fais faussement naïf, mais quand on met en place une solution fondée sur la nature, on abîme la nature existante. Là, il y a quand même du gros génie civil chez vous aussi. Ça fait pas hurler les gens, ça, qui sont habitués à un paysage. Vous avez beau leur prouver que ça ne fonctionne pas, oui, mais c'est mon paysage. Il n'y a pas des gens qui vous disent non, j'en veux pas. C'est vrai que des fois les gens sont un peu réfractaires au début parce que souvent les étangs ça peut être par exemple des pièces d'eau à laquelle on est habitué, mais généralement après quand ils voient le résultat ils sont souvent agréablement surpris parce qu'ils retrouvent là, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, un cours d'eau vraiment naturel où on voit la vie s'écouler, on voit les libellules, les papillons, enfin rien que ça c'est visuel et souvent ça donne un nouveau paysage peut-être plus naturel et souvent on a des bons retours à ce niveau-là puisqu'on justement on recrée pas quelque chose qui va être caché, figé. Ça va être un peu, ça va respirer, j'ai envie de dire. À Clermont-Aussi, Monsieur Manval, vous avez des gens qui s'enchaînent autour des arbres parce qu'il ne faut plus couper un arbre aujourd'hui? Oui, ça arrive. C'est vrai? Ça arrive, oui. En ville, alors nous, en ville, il y a une grosse densité de population, donc forcément, les travaux ne passent pas inaperçus. Et sur le lot des spectateurs,
on peut avoir des gens un peu compliqués, même si on leur explique qu'il faut renaturer. Voilà. Les exemples des photos que je vous ai montrées, effectivement, on va enlever du béton, des enrochements, mais la nature a tendance à recoloniser ces espaces. Il va y avoir un arbre, pas grand-chose, mais un arbre, et cet arbre, voilà, il ne faut pas le toucher. Sauf que c'est pas possible, voilà, de supprimer le béton, les enrochements, les murs, voilà, sans forcément avoir un minimum de dégâts, quoi. Non, mais c'est vrai que voilà, c'est des choses un peu récentes, mais voilà, on a de plus en plus à faire avec des gens minoritaires, ultra minoritaires, mais parfois très dynamiques. J'ai vu ça il y a longtemps au parc naturel régional des Causses du Quercy, qui est un endroit sublime où il fallait couper des chênes centenaires qui menaçaient le patrimoine dit vernaculaire, c'est-à-dire les cabanes de pierre sèche, et une association qui s'est montée de néo-ruraux. C'était toute la caricature qu'on adore dans les médias, bref, du bobo qui est venu faire une chaîne autour des arbres, et les gens du PNR ont eu un mal de chien à faire comprendre que oui, mais de toute façon, les Causses, en plus, un paysage artificiel né il y a 5000 ans, c'était très compliqué, il a fallu dépenser beaucoup de temps et d'argent pour couper un arbre. Bon bref, Monsieur Paco. Oui, j'avais une dernière diapo. Mais je sais, c'est pour Bon, ça que je vous repasse la parole. Non, et on avance. Parce que je voulais vous présenter alors un autre exemple là sur les photos de gauche qui est assez parlant. Oui, avant, vous êtes pendant, amusé après. là, vous avez fait du sillon. Oui, voilà, exactement. On partait d'un cours d'eau qui était complètement recalibré, type fossé, très envasé, avec un seuil en béton. Ça générait une chute d'eau, etc., où il y avait très peu de vie. On a recréé pareil un lit, donc on le voit bien les méandres là. On recrée ce qu'aurait pu faire le cours d'eau naturellement, sauf que là on l'a un petit peu aidé, un peu de la même manière avec une entreprise, des pelleteuses, etc. Et on voit bien le résultat quelques mois après où ça s'est bien végétalisé. On retrouve des zones de courant, plus d'oxygène, etc. Donc vraiment une plus-value pour le milieu à ce niveau-là également. Mais ce qui est intéressant, c'est les deux dernières photos. C'est que là, juste avant, on vous a présenté des travaux assez lourds avec des entreprises où il faut vraiment intervenir de manière assez lourde, alors que des fois, il suffit de laisser faire la nature. Et c'est le cas sur des petits cours d'eau, notamment qui peuvent être piétinés par le bovin. Là, il y a de l'élevage où il n'y a pas beaucoup de débit, donc il peut y avoir un fort impact par l'élevage sur la qualité de l'eau, sur la dégradation de berges, le colmatage du fond, etc. Et il suffit juste des fois de mettre en place des clôtures en haute berge et des zones d'abreuvement pour que le bétail continue à s'abreuver. Mais rien qu'en mettant des clôtures, on voit que le cours d'eau par lui-même, au bout de quelques mois ou même rapidement après une crue, va recréer lui-même un fonctionnement naturel, des zones de courant, la végétation va se réimplanter exactement là où il faudrait, avec des élophytes, des arbustes, des arbres qui vont stabiliser les berges, filtrer l'eau, etc. Recréer ce véritable corridor par lui-même. Donc là, c'est des opérations qui peuvent être assez faiblement coûteuses, justement, et on peut protéger des très longs linéaires de cours d'eau assez facilement. Et pour le coup, là, on laisse vraiment le cours d'eau faire par lui-même, quoi. Très bien. Madame Galland, est-ce qu'une rivière renaturée par les bons soins de messieurs Paco et Manval pourrait bénéficier un jour de votre label rivière sauvage ? Alors, les rivières qu'on a vues jusque-là sont... Enfin, les rivières urbaines, en tout cas, et puis les photos à gauche, par exemple, sont tout l'opposé d'une rivière sauvage. On est très loin des rivières. Mais une fois joliment reméandré, etc., avec une diversité de biotopes qui revient, est-ce que vous pouvez considérer ça comme un exemple de sauvagerie, de bonne sauvagerie ? Oui, alors ça arrive, oui, quand on arrive à labelliser, enfin, restaurer des rivières pour les labelliser. Ah oui ? Alors on part pas de si loin quand même en général, puisqu'une rivière sauvage, nous on la définit comme une rivière qui est vivante, qui est libre sur son cours de l'amont jusqu'à l'aval, au moins sur un tronçon important, qui est libre aussi latéralement, donc sans enrochement de berges, digues et tout ça, sans urbanisation dans le fond de vallée, ou très limité en tout cas, sans agriculture industrielle. C'est des rivières qui sont très riches en biodiversité et qui ont un fonctionnement naturel sur le bassin versant à une échelle un peu plus large. Après, l'Allier est sauvage ? L'Allier est quand même assez sauvage, oui, bien sûr, notamment avec ce qu'a pu présenter Julien et ce fonctionnement. C'est une des rares grandes rivières qui peut encore méandrer et se déplacer latéralement dans sa plaine alluviale. Ça reste quand même assez rare encore. C'est la seule dans la région ? Des grandes rivières comme ça, alors il y a la Loire aussi, bien sûr, oui, sur un tronçon qui peut comme ça encore se déplacer. Les rivières que vous avez labellisées, les cours d'eau que vous avez labellisés ici dans la région, ils sont nombreux ? Alors dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, oui, on a beaucoup. La plupart des rivières labellisées sont dans les Alpes du Nord, enfin l'Ain et puis le Savoie, Isère.
Vous m'aviez dit au téléphone la Valserine. La Valserine, voilà, qui a été la première rivière labellisée Alors qu'elle en passe, 2014. elle passe par des zones industrielles, elle passe par des zones très urbanisées. Alors très peu finalement, puisque Bon. la Valserine fait 47 km de long. Il y a seulement le dernier kilomètre qui est en Voilà. zone urbaine à Bellegarde-sur-Valserine et qui n'est pas labellisé. C'est les 46 km Ah donc amont. c'est pas la rivière qui est labellisable, c'est des tronçons. On peut labelliser des tronçons puisque c'est difficile en France de trouver des rivières complètes sauvages. Par contre, donc quand on labellise une rivière, on reconnaît son niveau de naturalité, donc son fonctionnement naturel. Mais on demande aussi ce qu'il y a un engagement des acteurs locaux pour préserver ces rivières et mettre en place des programmes d'action. Et là, le programme d'action peut être mis en place sur l'ensemble du bassin versant, y compris sur la partie non labellisée urbaine, pour justement travailler à l'amélioration aussi de ces secteurs. Et pourquoi pas étendre le label dans les années à venir. Il y a combien de critères, selon vous, Alors, qui définissent le caractère sauvage d'une rivière? Donc nous, on a une grille scientifique qui a été élaborée par le Conseil scientifique il y a une dizaine d'années, qui réunit plus de 40 critères. On est principalement sur des critères d'hydromorphologie, donc les formes de la rivière, l'absence de barrage, l'absence de digues, le fait d'avoir cette possibilité de méandrer latéralement. Ce qui veut dire que vous pouvez être d'utile conseil pour nos amis qui sont vos voisins là sur cette table ronde. C'est-à-dire, j'envisage une solution fondée sur la nature. Vous me conseillez quoi pour que ce soit bien? Puis, si en plus je pouvais avoir le label, je suis sûr que l'agence de l'eau me filerait plus d'argent. Ça non, mais ça va venir, vous allez voir. On espère. Non, oui, on peut. L'ambition du label, en fait, c'est de mettre en valeur, de montrer des rivières qui ont encore un fonctionnement naturel et qu'elles servent en fait de témoins et de référence en fait pour toutes les rivières. C'est-à-dire de showroom. Les tirer, voilà. Vos rivières sont les showrooms des solutions fondées sur la nature. On peut dire ça, pour les tirer vers le haut et avoir peut-être plus d'ambition des fois aussi dans les projets de restauration. Sur les financements public, justement, il y en a peu sur la préservation des rivières qui sont en bon état. Et c'est aussi pour ça qu'avait été créé le label. C'est qu'on avait constaté dans les années jusqu'à 2010 des dégradations de rivières sauvages avec la construction encore d'aménagements du passé, on pourrait dire. Et l'incapacité de faire face avec les outils juridiques présents en France et aussi peu de financement pour préserver ces rivières. On attend qu'elles se dégradent et puis ensuite on a beaucoup d'argent pour les restaurer. Pas assez pour l'ampleur qu'il y a en France. Mais et vous dites le critère ou les critères dominants, c'est l'hydromorphologie. Oui. Reconstituer finalement une circulation normale de l'eau, des sédiments, c'est ça? C'est des rivières qui ont encore ce fonctionnement naturel qui n'a pas été dégradé en fait par les aménagements. Donc reméandrer, retirer les enrochements, enfin faire... Qui méandrent, qui n'ont pas de barrage. Grosse partie des critères est sur l'impact des barrages. Donc vos voisins ont fait tout bien là? Oui, bah oui. Mais délivrez-leur votre label. Dès que il y a encore du chantier peut-être en métropole, clairement en métropole, mais par contre autour de Vichy là sur les affluents, je pense qu'il y a des rivières qui pourront un jour peut-être atteindre le label. Ouais. Monsieur Paco, ça vous intéresse? Parfait. Monsieur Fauquet, qu'est-ce que Michelin vient faire dans les solutions fondées sur la nature? Alors, bonjour, effectivement. Merci d'avoir été patient. Non, pas de souci. Effectivement, on n'est pas légitime pour parler solutions fondées sur la nature directement, puisqu'on n'applique pas encore. Premièrement, on n'a pas encore les outils. Deux, c'est très naissant, c'est très récent aussi chez nous comme type de réflexion. Par contre, plusieurs axes de réflexion en écoutant les collègues autour. Un premier, on a parlé à un moment donné d'habitat, on a parlé d'espèces invasives. Vous avez déjà là deux points sur les 5 grandes causes de perte de biodiversité. De remettre effectivement les habitats, on revoit la biodiversité revenir très vite. Alors on n'est pas sur l'eau, on est sur la biodiversité, mais quand on regarde les sols, l'eau, la végétation, la biodiversité, tout est lié. Le dernier rapport Nexus de l'IPBES indiquait que de toute façon tout est lié. L'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité. C'est le GIEC de la biodiversité. Ouais. Et donc, on n'est pas encore, on va dire, pertinent, mais par contre, on écoute avec beaucoup d'attention.
nous avons une démarche naissante également autour de l'adaptation au changement climatique, les notions de vulnérabilité de nos sites. Si on prend également nos sites européens, où, pour faire simple, on a une trentaine d'activités industrielles réparties sur nos sites européens. Dans les bassins industriels sur lesquels on opère, nous sommes souvent des employeurs significatifs de la région. Et donc, comment avec nos actions, on peut aussi arriver à inspirer l'écosystème local. Pourquoi je dis ça ? Parce on l'expliquait tout à l'heure dans la partie atelier, sur l'eau, on a une feuille de route jusqu'à 2030 qui nous dit globalement sur la décennie passée 2020-2030 de baisser les prélèvements d'un tiers. Et on a aussi une ambition 2050, alors ça peut être loin 2050, mais qui est d'être sans impact sur notre bassin local, territorial, avec les territoires et avec les communautés. Et donc le sans impact, toutes les réflexions sont à venir, la grande majorité des réflexions sont à venir, mais le sans impact, c'est aller chercher des solutions fondées sur la nature aussi. Ce n'est pas que des solutions technosolutionnistes qui vont nous aider, c'est aller chercher des solutions fondées sur la nature et comment on peut aussi, dans nos bassins... Et par exemple, pour épurer vos eaux usées, c'est ça ? Alors, par exemple, pour le coup, on n'a pas encore de bassin de phytoépuration qui pourrait permettre d'épurer les eaux usées, mais pourquoi pas, ça pourrait être une solution. Il faut de la place. Faut de la place très probablement, mais on était avec les collègues de Roanne et des Gravenches ce matin, où globalement, pour faire simple, on arrive à 10 000 mètres cubes par an de prélèvement. Ça devient des sites avec des très bas niveaux de prélèvement. On en a qui sont bien au-dessus. Mais est-ce que, et quand sur ces sites-là, une majeure partie du prélèvement devient de l'eau sanitaire, parce que l'eau du process est en boucle totalement fermée, est-ce que ça ne peut pas faire sens dans quelques années d'aller chercher des solutions de phytoépuration, des eaux sanitaires ou quelque chose comme ça ? Et vous êtes un industriel, donc vous avez un regard d'industriel avec des indicateurs. Économiquement, ça vaut le coup ? Alors, encore une fois, nous sommes au tout début. La feuille de route sur cette partie-là, elle reste à écrire parce que on est, comme vous disiez, on est quand même très focus sur nos indicateurs industriels. Et pour l'eau, aujourd'hui, le premier focus, c'est les prélèvements. Et on commence à parler aussi de consommation avec la CSRD, qui est la durabilité, du moins les normes de durabilité, qui coûtent très cher aussi, et pas que, mais bon. Et votre PDG a donné les chiffres l'autre jour, c'est considérable. Oui, après, on a l'habitude souvent d'aller essayer d'appliquer au mieux du possible les éléments et peut-être parfois de mettre des outils en interne un petit peu complexes, donc il faut aussi qu'on sache mesurer. Mais les solutions fondées sur la nature sont aussi des solutions qui peuvent être, dans un certain nombre de cas, moins coûteuses s'il n'y a pas de bâti, s'il n'y a pas de foncier, s'il n'y a pas de choses extraordinaires au-dessus qu'il faut casser. Et pour le coup, là, effectivement, ça devient coûteux parce qu'il faut faire beaucoup de travaux de démolition. Mais dans un certain nombre de cas, localement, ça peut être plus accessible. Après, ça s'inscrit encore une fois surtout dans la façon dont on arrive à s'inscrire avec les partenaires, avec les collectivités, avec les partenaires locaux dans le bassin. Madame Galland, je crois que vous avez fait une évaluation économique, non ? Des solutions fondées sur la nature, si je me souviens bien. Oui, alors notre réseau de showroom là, de super rivières françaises sert aussi justement à mener des études qui peuvent servir plus largement à toutes les rivières, même si elles ne sont pas sauvages, elles ne le seront peut-être jamais. Et on avait mené il y a quelques années une étude sur les services écosystémiques rendus par la nature sur 4 rivières. Donc c'est des chercheurs en économie de l'École centrale de Paris et puis du CEREMA qui avait mené cette étude. Et ils avaient évalué plusieurs choses. Les services rendus par la rivière au niveau de l'eau potable, le fait que quand on ne pollue pas une rivière, quand on prélève de l'eau dedans, ça va coûter moins cher pour qu'elle soit potable au robinet. Ils avaient évalué aussi à l'échelle du bassin versant tout ce qui est stockage carbone par les forêts. Donc on était sur quelque chose de plus large que juste la rivière. Et ils avaient utilisé des méthodes assez intéressantes de consentement à payer via des enquêtes de terrain auprès des habitants, différents
Concrètement, ça veut dire quoi? Moi, je sais, mais... Donc c'était un questionnaire assez complet qui essayait d'évaluer l'attachement en fait des habitants à leur rivière et combien alors c'est pas directement combien eux vont payer, mais ça permet d'avoir une valeur de la nature, une valeur de ce qui n'est pas économique en fait, valeur intrinsèque. et de parler. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça permet de parler aux décideurs avec des chiffres, de prendre ce discours économique qui est un peu difficile à appliquer à la nature, et pour donner un peu des billes de décision, de savoir ce qu'on perd quand on dégrade son environnement par rapport à ce qu'on gagne. Il y a aussi une méthode qui s'appelle des coûts évités. Donc c'est ce qui avait été appliqué, permet de voir, on a vu, ça coûte très très cher de restaurer des rivières qu'on a dégradées. Quand on construit un barrage hydroélectrique, oui, on va avoir une taxe, on va générer des revenus par la vente d'électricité, mais qu'est-ce qu'on perd à côté? Et tout ça avait pu être évalué avec ces méthodes. Donc je ne peux pas vous donner des chiffres comme ça de combien vaut la nature, mais ces études ont permis, notamment localement, en fait, de sensibiliser à la fois les habitants et puis tous les décideurs à la valeur de leur environnement naturel. Des études qui ont été conduites sur un espace plus large encore, dans le PNR des Scarpesco et le PNR des Boucles de la Seine. Et ils ont été très surpris parce que les gens, par la valeur que les gens ont donnée aux zones humides et un reméandrage. Oui, on serait capable de payer plus avec nos impôts locaux pour avoir ça. Ça a beaucoup surpris les acteurs économiques sur place et les gens des PNR. Monsieur Fauquet, vous souhaitiez rebondir là-dessus? Oui, je pense que ces éléments de contexte pour aller valoriser ces solutions fondées sur la nature, c'est quelque chose qui peut nous intéresser beaucoup pour aller chercher les éléments aussi, parce que c'est pas toujours évident. Pour convaincre les collaborateurs de Michelin. Les collaborateurs et puis les décideurs également, puisqu'on est souvent sur le périmètre strict de notre projet sans comprendre les impacts à côté. Est-ce que vous parliez de la CSRD, donc c'est une espèce de reporting qui va très en profondeur sur l'entreprise dans son écosystème socio-économique. Est-ce que les solutions fondées sur la nature seraient des éléments positifs dans le cadre de la CSRD? Oui. On prend, si je prends dans tous les cas, oui. Alors il ne faut pas râler contre la CSRD. Pour les solutions fondées sur la nature. Je rebondis sur votre question. En tant qu'industriel, on a, pour faire simple, pratiquement la moitié de notre matière première caoutchouc qui vient des EVA, qui vient des plantations internes en foncière ou achetées, mais de l'importance de préserver aussi ces éléments-là par rapport à la partie matière première qui arrive. Donc, et puis ensuite, à côté... C'est-à-dire, pardonnez-moi de vous couper, c'est-à-dire avoir un regard sur la façon dont les plantations d'EVA sont conduites? Tout à fait. Okay. Tout à fait, ouais. Vous imposez quoi à vos fournisseurs? Alors, je n'ai pas tous les éléments ici parce que ce n'est pas ma partie, mais il y a un gros travail qui est fait sur la partie comment j'arrive à changer mon modèle d'EVA culture, où avant, nous étions sur des systèmes de coupe rase pour repartir, etc. Comment on commence à travailler la notion de réensemencement des sols autour de ces plantes, à l'intérieur de ces plantations elles-mêmes. Donc ça, c'est des éléments qui changent déjà depuis quelques années. Comment, autour des plantations, on fait les efforts de préserver toute la biodiversité autour des plantations. On a des îles, il y avait une intervention qui était faite de nos collègues il y a l'année dernière, ou dans certaines îles d'Indonésie. Je crois qu'on était à 100 000 km² de forêt il y a 30 ans, on n'était plus qu'à 3 000 km. Donc la déforestation est un impact très très significatif et sur lequel on s'investit beaucoup pour prouver que toutes ces activités-là n'empiètent pas ou n'ont pas d'impact sur cette partie déforestation. Donc il y a toute cette partie globalement liée à toutes nos plantations, dont je ne suis pas légitime pour aller très en profondeur dans les questions. Et puis localement, nous avons ce que l'on appelle depuis 3-4 ans, commencé à mettre une démarche pour chacun de nos sites de plan de management de la biodiversité. C'est une démarche naissante, comme on disait,
Si on revient avec le temps long, il y a 30 ans, 20 ans, on a commencé à s'inquiéter du CO2. Il y a 15-10 ans, l'eau, c'était juste une question comptable sur le bas du bilan comptable. La biodiversité, on n'en parlait pas. Il y a 5 ans, un petit peu plus, entre 5 et 10 ans en arrière, l'eau, on commence à s'en inquiéter de façon significative. On montrait tout à l'heure des projets très conséquents avec 3 sites sur nos bassins locaux Loire-Amont. Mais on a des feuilles de route, pour tous les sites pour réduire ces prélèvements. Et puis, il y a 5 ans, il y a cette démarche biodiversité qui était très, très naissante. Et puis, en tant qu'industriel, on disait, mais qu'est-ce que tu nous embêtes avec ça, quoi ? Biodiversité, ça sert à quoi ? Et ben de comprendre qu'on fait partie d'un tout et que si on supprime ces services écosystémiques que la nature nous rend, eh ben, on se tire une balle dans le pied nous-mêmes aussi quelque part. Donc, certes, mais c'est difficile à faire admettre, c'est pas très tangible. C'est pas très facile. Et donc, pour arriver à faire passer les messages, alors on a différents outils. La fresque de la biodiversité est un très très bel outil que je recommande pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Parce que les solutions sont accessibles, directes, et les solutions sont locales. Alors l'eau est un sujet local et global. On dit il est global parce que quand on comprend le grand cycle de l'eau que vous citiez, et avec cette notion d'évapotranspiration et de cycle de pluie qui se répète, si on coupe les arbres, on coupe la capacité de ce cycle de l'eau et on se coupe de toute une partie. Si on coupe les zones humides, on coupe l'hydratation nécessaire de la terre et sur lequel il faut qu'on revienne parce qu'on a perdu beaucoup en supprimant 50-70% des zones humides sur les 50 dernières années ou plus. Le fait de mettre le tout tuyau tout droit pour évacuer le plus vite possible, il faut qu'on réapprenne à réhydrater la terre et stocker l'eau dans le sol. Donc c'est un changement de mindset. Et le changement de mindset, comme tout changement, c'est la gestion du changement. Elle ne se fait pas directement. Elle se fait avec petits pas, difficultés, et aussi en apportant les informations et en sensibilisant aussi les équipes. On verra ça peut-être après si on a le temps. Vous avez des choses à montrer, mais je ne sais pas si on aura le temps. Mesdames, messieurs, ils et elles sont à vous. Je ne doute pas que... Voilà, merci monsieur. Deux d'un coup. Anselme, il y a d'abord le monsieur qui vient de mettre la main sur ses lunettes. Bonjour, je vous demande de vous présenter. Bonjour, Éric Perrault, agence Via Pando. Merci pour vos présentations. J'ai une petite question concernant l'effacement des barrages, des moulins et compagnie, là, qui est recommandé maintenant depuis le décret de 2020. Avec dans certaines zones en France des problèmes liés à cet effacement, des inondations à des endroits où il n'y en avait pas, de l'étiage important l'été. Quand on observe la nature, justement, on a nos amis les castors qui créent naturellement... Je savais qu'on allait y arriver au castor. Des petits barrages pour réguler, entre autres, le cours de l'eau. Est-ce que finalement, il faut effacer systématiquement tous ces ouvrages anciens qui existent de type moulin, ou est-ce qu'il faut savoir en conserver pour finalement réguler un peu mieux l'eau dans les cours d'eau? Alors je vais me faire votre avocat pour me faire l'avocat du diable. Un des arguments des associations de gens qui possèdent des petits barrages, des moulins, dit finalement la biodiversité était maximale à l'époque où les rivières étaient très largement entravées par des moulins. Et deuxièmement, le problème du castor surgit de plus en plus. Et j'ai un ami qui est agriculteur et qui est confronté à ça, c'est-à-dire ces champs sont inondés à cause d'un castor, mais le castor il ne peut pas y toucher parce que l'OFB l'interdit. Et en même temps, l'agence de l'eau locale aimerait bien que le problème soit réglé. Et en fait, il ne peut rien faire. Si ce n'est, il va demander l'avis du tribunal administratif. Monsieur Saillard. Oui, je pense qu'il faut... c'est difficile d'appliquer une solution unique et ça va forcément conduire à des erreurs. Après, des échecs, il y en aura tout le temps. Je pense qu'avant d'effacer un ouvrage, il faut réaliser une analyse multicritère.
et voir vraiment quels sont tous les enjeux concernés par ce barrage et décider en connaissance de cause. J'ai un exemple de barrage de petits seuils en rivière qui devait être supprimé, où c'était un ancien moulin, où dans le bief de ce moulin, il y avait de la moule perlière. Moule perlière, espèce très rare, redevenue très rare aujourd'hui sur notre territoire. Est-ce qu'il fallait ou pas supprimer ce seuil? Et donc là, l'analyse multicritère, elle est très importante, parce qu'effectivement, si on supprime ce seuil, eh bien, on va avoir un effet néfaste sur cette population de moules perlières. Mais si on maintient ce seuil, eh bien, ça va pouvoir aussi poursuivre l'altération de la fonctionnalité du petit cours d'eau dont la moule perlière a besoin pour survivre. Donc voilà, l'analyse multicritère me paraît très importante et surtout pas appliquer de solutions uniques dans tous les cas. Bon alors le castor, symbole même d'une nature qui revient, comme la loutre, oui, mais qui veut se coltiner le castor, Madame Galland? Non, vous n'avez rien à dire sur le castor? Oui, le castor. Blague dans le coin, est-ce que le fait qu'on ait des castors, des barrages naturels, est-ce que c'est un critère pour vous de labellisation d'une rivière sauvage? Ça peut, après ça correspond à un type de rivière. Le castor, on est plutôt sur des rivières de plaine ou de piémont. Et c'est vrai que ces petits barrages de castor rehausse en fait le niveau d'eau et donc le niveau des nappes, comme il a été démontré tout à l'heure sur l'Allier, crée une grande diversité d'écoulements et de petits habitats et qui sont hyper intéressants pour la biodiversité, et il est tout à fait possible d'avoir aussi des activités humaines autour. Peut-être des fois il faut laisser un petit peu plus de place à la rivière pour que justement elle ait cette ampleur, mais on voit que ça nous rend tout un tas de services au niveau de l'eau potable, la quantité d'eau, la qualité d'eau. Et parfois, ça semble emmerder le monde, effectivement. Monsieur Paco, il n'y a pas de castor sur l'Allier. Ah si. Ah bon? Ah oui, il y en a beaucoup, ouais. Même dans l'agglo de Vichy, au niveau du plan d'eau, même on en retrouve. Ils vous embêtent ou vous en faites des chapeaux et des pantoufles? Alors, non, ils nous embêtent pas. Nous, ils sont plutôt bien présents et c'est vrai qu'on les laisse faire leurs ouvrages, leurs barrages. Ça ne vous embête jamais dans votre gestion de l'hydrologie locale? À l'heure actuelle, sur l'agglo, on n'a pas forcément d'exemple marquant qui est de gêne par ces barrages de castor. Peut-être certains agriculteurs peuvent être gênés par moment, comme vous pouvez le dire. Mais j'ai pas trop d'exemples de gêne en tout cas. Très bien. Voilà. Monsieur Fauquet, après ce sera vous, monsieur. Attendez. Oui. Vous vouliez réagir? Oui, juste à titre personnel, je comprends depuis quelques années que le castor est une espèce clé de voûte sur la biodiversité qui est absolument remarquable et qui fait un travail de réhydratation du sol absolument incroyable, quoi. Donc une espèce à représerver au maximum, même s'il y a parfois quelques effets collatéraux qu'il faut gérer, mais qu'il faudra regérer à l'avenir si on veut profiter de ces solutions. Je l'ai observé de longues heures au Québec, dans le Saguenay, le cul dans l'eau pendant une journée entière. C'est effectivement fascinant, j'en conviens. Monsieur, bonjour. Bonjour, Joël Herbach, président de l'association Allier Sauvage. Donc on a parlé de l'Allier, donc je voulais en parler un peu. Et réagir à deux petites phrases, monsieur Malval et monsieur Fauquet, qui m'intéressent, puisqu'ils sont tous les deux des acteurs de Clermont fondamentaux, l'un collectif et l'autre économique. Vous avez dit, sur l'agglo de Clermont, sur la métropole, il y a des rivières, et c'est toutes des rivières qui viennent des puits d'eau, mais elles vont dans l'Allier. Ma première observation, c'est que l'Allier fait vraiment partie de la métropole, ce qui est extrêmement difficile à faire admettre. J'en prends à témoin tout le travail qui a été fait par l'agence d'urbanisme Clermont Métropole pendant quelques années pour essayer de mettre en valeur, à travers la préservation, la valorisation, la restauration de la rivière Allier, en mettant bout à bout toutes les actions intéressantes qui se mettent, des enrochements, l'écopole, etc., etc. Et manifestement, il y a beaucoup de recul en ce moment au niveau politique sur le sujet, sur la métropole, qui s'intéresse plus trop à ce sujet de la rivière Allier qui est dans sa métropole. Et donc je voulais juste en profiter pour insister en vous disant, alors en plus il y a des élections municipales bientôt, donc voilà, si vous connaissez les candidats, mettez-leur ça dans la tête, que l'Allier c'est un élément fort de la valeur de la métropole auvergnate. Et puis la deuxième réflexion, c'était par rapport à ce qu'il dit M. Fauquet, et c'est dans le même ordre d'idée. Vous avez dit, on représente un potentiel humain significatif sur le Clermont.
je ne sais pas combien il y a d'employés chez Michelin sur Clermont, mais bon, ça compte. Et en plus, Michelin, il y a une influence culturelle. Quand Michelin parle à Clermont, on écoute. Voilà. Ben voilà, même message, Monsieur Fauquet. Voilà, insister auprès des élus de Clermont, de tous les décideurs de Clermont, sur le fait que la rivière Allier, il faudrait quand même s'en occuper un peu mieux que ça, de la revendiquer un peu plus, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire intéressants, même s'il s'en fait déjà, évidemment. Et notamment dans un principe de solidarité métropolitaine qui va de l'amont à l'aval, où on sait très bien que les rivières, ce qui se passe à l'aval dépend de ce qui se passe en amont. Et quand on corrige une rectification de rivière et qu'on fait un méandrage, quelque part on ralentit un petit peu une crue qui pourrait dévaster Moulins ou Nevers. Et tout ça, il y a vraiment un rôle de la métropole qui est fondamental sur la rivière Allier, sur le bassin de l'Allier. Est-ce que M. Bianchi est au courant de tous ces sujets? J'en ai parlé 3-4 fois, il a trouvé que c'était une très bonne idée. Mais jamais je l'ai entendu prononcer le mot Allier dans ses discours. Alors M. Manval? Non, je trouve que c'est une très bonne idée. Du coup, si M. Bianchi trouve que c'est une bonne idée, moi aussi. Non, après c'est l'Allier, pour ceux qui connaissent la métropole, c'est 2 communes, hein, c'est Cournon et Pont-du-Château, voilà, sur 21 communes de la métropole, donc ça reste c'est une limite de la métropole, la rivière Allier. Mais c'est vrai qu'après, nous, on y travaille de plus en plus. Après, c'est les champs captants. Donc, parce que culturellement, quand même, c'est très important pour la métropole. Ça, on ne l'a pas oublié dans la fonctionnalité, ne serait-ce que l'eau potable, puisque 60% de l'eau potable, ça vient de l'Allier. Donc, on est grand propriétaire de l'Allier aussi, la métropole. Bon, voilà, c'est un sujet qu'on connaît très bien et on travaille. On a mené l'année dernière une première étude sur l'Allier et une étude morphologique de l'évolution de l'Allier pour la première fois l'année dernière, la métropole. Mais mine de rien, on y vient. L'eau est un sujet politique ici. L'eau pourrait être un sujet lors des prochaines élections, où ça fait consensus ou pas. Après, moi, je suis qu'un technicien, je ne peux pas forcément répondre. Oui, mais vous sentez les choses. Vous sentez les choses. Non, c'est un problème. Enfin, il y a toujours, c'est toujours un problème, que ce soit l'eau potable, il y a le risque inondation, qui nous a impacté par exemple cet été à plusieurs endroits, notamment à Aulnat. Voilà, ça c'est des sujets qui montent, quoi. Après, aujourd'hui, on n'a pas de problème d'approvisionnement en eau potable, on est plutôt en avance, on a plutôt de la marge. Voilà, mais sur certaines thématiques, je dirais voilà le risque inondation, c'est peut-être quelque chose qui dans certaines communes qui va monter pour les élections là, parce qu'on a eu un été compliqué. Bon, on verra si l'an prochain on en parle lors des élections municipales. D'autres questions, d'autres interpellations? Je savais que vous alliez lever la main. Oui, merci beaucoup. Moi, je représente le projet Parc National. Je crois que tout le monde commence à vous connaître. Ça va. D'accord. Et en tout cas, merci pour cette belle présentation. Et puis, je compléterai effectivement par rapport aux sédiments, parce que c'est intéressant de remettre effectivement les sédiments, mais ça va faire effectivement dans le cadre de ce que disait Joël Herbach, la solidarité amont-aval permet de remonter le trait de côte et aussi de favoriser les captages d'eau potable dont on a besoin pour nous si on veut boire de l'eau au robinet. Voilà, et puis on a Faites votre annonce. Je peux parler de la conférence. C'est chez vous, Monsieur Paco. Donc la conférence aura lieu à la conférence sur quoi? Alors conférence sur l'eau et les écosystèmes avec un écologue, conseiller scientifique, Monsieur Sylvain Vrignot. Et elle aura lieu mercredi le 12 novembre à 19h30 à la Maison des Associations, entrée libre. Voilà. Bon, vous avez intérêt à y aller. On a effectivement le Val d'Allier et dans la mission Flash, c'est-à-dire il est dans la sélection pour le projet Parc National. Et on a jusqu'en 2026 pour être Parc National. Et après, soit on sera Parc National, soit rien du tout. Voilà. Ça intéresse le Val d'Allier. Ça concerne le Val d'Allier. Donc, sujet qui a été évoqué sur l'ensemble des personnes présentes ici. Et même Clermont. Messieurs, dames, y a-t-il d'autres... Oui, monsieur, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Nicolas de Jésus, donc je suis un habitant de Clermont-Ferrand. Merci pour vos présentations et vos différents arguments. Alors, je suis arrivé un peu en retard, donc je suis arrivé sur votre présentation, Monsieur Paco, à Visite, le meilleur, voilà. J'ai été assez surpris, en fait, par l'usage du terme renaturation dans ce que j'ai vu. Voilà, c'est
parce que renaturation, c'est pour moi laisser place à la nature. Votre voisin a évoqué l'aspect solution basée sur la nature. Or là, ce que vous nous avez montré, moi, je vous dis juste comme je l'ai ressenti, c'est que vous l'avez évoqué, ça coûte cher parce que vous avez utilisé des machines pour moi, pas renaturer, mais en fait, redonner une autre forme, une forme que nous, on imagine. Vous avez évoqué peut-être refaire le lit naturel qu'on imagine, mais en fait, voilà, ça se base sur plein de choses, j'ai l'impression. Voilà, une rivière, on parle, je pense, souvent de lit mineur, lit majeur. Aujourd'hui, vous pensiez essentiellement, quand vous avez parlé de lit naturel, au lit mineur, mais c'est important. Et donc, moi, la question que j'ai, c'est quel est l'objectif ? Donc, au-delà du fait que je trouve que c'est abusé de parler de renaturation, puisque si on parle de renaturation, on devrait retirer l'homme et parler peut-être de processus, d'accord, processus naturel, donc laisser faire la nature, et voilà. Et donc, quel était l'objectif là sur un des aménagements que vous avez montré où il y avait une route et un pont? Quels étaient les objectifs au niveau du cours d'eau ou peut-être de la biodiversité, puisque vous avez évoqué aussi ça, parce que j'avais l'impression qu'avant, de toute façon, il y a toujours cette barrière de la route qui est là et du passage sur la route qu'on veut garder. Donc on a toujours notre empreinte humaine dessus. Et dans les photos d'avant, il me semble qu'on montrait qu'il y avait plein d'eau qui était là et qui était peut-être difficile à gérer parce que ça. Mais voilà, au final, est-ce que vous n'avez pas accéléré le cours d'eau et donc finalement ça ne répond pas forcément aux objectifs? Quel était l'objectif et qu'est-ce qui a été obtenu? Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Paco et ensuite Monsieur Saillard. Et oui, alors sur la vidéo, en fait, on voyait peut-être moins l'état initial, mais le cours d'eau allait justement de manière très rectiligne le long de la route, donc il était accéléré, il était contraint, et nous on a recréé un lit plus sinueux, comme on imaginait qu'il était à l'état naturel. C'est pas pour ça qu'on parle de renaturation, mais vous l'imaginiez parce que vous en êtes pas sûr? Vous l'imaginez parce qu'aussi on a travaillé, il y a des calculs, il y a un bureau d'études qui travaille dessus, et on recherche pour retrouver un aspect naturel pour ce cours d'eau-là, même si c'est pas vraiment de la renaturation, puisqu'il y a des activités humaines qui sont présentes, comme vous le dites. Et justement, cette eau qui était accélérée, qui était contrainte, arrivait très fortement et vite sous le passage Bugey, qui était sous-dimensionné, comme vous pouvez le voir. Et pouvait à l'occasion déborder. Et c'est ça, justement, dès qu'il y avait beaucoup d'eau, ça débordait, puisque tout le passage n'absorbait pas l'eau, et ça débordait sur la route, ça déstabilisait la chaussée, etc. Donc rien que de l'éloigner de la route, de créer des méandres, donc on augmente le linéaire, donc il y a plus de temps avant d'arriver sous le passage sur la route. Une zone plus importante pour déborder dans le milieu naturel, puisque l'endroit était végétalisé avant, il n'y avait pas cet espace-là. Et surtout, on a changé le passage sous la route. Il était vraiment petit, il y avait 2 petites buses. Là, on a mis un espace beaucoup plus large qui permet d'absorber un débit beaucoup plus grand, donc sans obstacle à la continuité. Il fallait savoir qu'avant, avec les 2 buses, il n'y avait pas de continuité écologique possible. Les espèces ne pouvaient pas remonter, les sédiments étaient bloqués également. Que là, il y a vraiment le passage pour les sédiments et les espèces, quoi. Donc on a amélioré en tout cas l'état sans forcément parler de remise à l'état naturel complète. Monsieur Saillard. Un élément très important à intégrer dans l'étude de faisabilité de toutes ces opérations de restauration, c'est la notion de réversibilité des impacts qu'ont subi les cours d'eau. Si ces impacts sont réversibles, c'est par exemple, ça a été le cas, mais ce n'est pas le cas partout, sur l'opération que j'ai illustrée de désenrochement. On fait juste enlever la contrainte et la rivière va retrouver naturellement sa fonctionnalité. Donc là, on est sur un impact réversible. Mais il y a beaucoup d'autres impacts qu'on peut qualifier d'irréversibles. Et enlever juste la contrainte ne va pas permettre au cours d'eau de retrouver sa fonctionnalité, de retrouver par exemple son tracé méandriforme s'il a plus de transport solide en amont qui lui permet d'avoir cette dynamique active. Et donc là, les objectifs et les méthodes qu'on va utiliser pour ces opérations de restauration de cours d'eau vont dépendre de cette notion de réversibilité des impacts qu'ont subis les cours d'eau. Madame Galland, je vous laisse le mot de la fin. C'est juste parce que vous êtes en plein milieu et vous êtes celle qui a le moins parlé. Allez-y, il vous reste 1 minute. Je ne sais pas si on peut mettre une petite photo de rivière sauvage. J'en avais préparé quelques-unes. Il suffit de demander à Caroline. Ouais. Caroline, est-ce que tu peux nous mettre une photo de rivière sauvage, voilà, pour terminer en beauté? Merci. Voilà, c'est parfait, c'est la plus belle. On est dans les Landes, sur la Grande Leyre, c'est l'affluent du bassin d'Arcachon, une rivière qui fait 90 km de long, qui n'a aucun ouvrage transversal.
une très faible pente. On est dans les Landes, donc vous avez ce paysage tout plat. Quand on pense aux Landes, on pense aussi aux forêts aux plantations plutôt que, je dirais, de pins. Et on a au milieu de ça un écrin de verdure absolument magnifique, cette forêt-galerie. On n'a pas trop parlé là, des rôles de la ripisylve dans le milieu rivière, l'écosystème rivière. Donc c'est ces forêts qui suivent les rivières et qui rendent tout un tas de services formidables pour tout le monde, pour la rivière mais aussi pour les populations humaines. Là j'avais un exemple assez spectaculaire de ce que ne peut nous rendre comme service une nature préservée. Vous avez tous entendu parler en 2022 des grands incendies, des méga-feux dans les Landes, justement toutes ces plantations monospécifiques là, de pins qui ont brûlé. La forêt-galerie de la Laire a arrêté. L'incendie a joué un rôle de pare-feu. Alors, j'ai pas eu le temps de récupérer les photos aériennes. Mon collègue sur place n'était pas disponible cette semaine, mais c'est assez spectaculaire. Ça se voit en photo aérienne, et c'est vraiment le fait d'avoir cette belle forêt, donc cette rivière qui fonctionne très bien avec des sols qui sont gorgés d'eau une grande partie de l'année, et cette forêt qui est très large et qui est magnifique avec plein d'espèces différentes, des arbres de toutes les tailles, de tous les âges, qui a pu stopper, alors, sur une partie évidemment, limiter la progression des méga-feux. Voilà. Je savais que je pouvais compter sur vous. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, messieurs, merci. Vous pouvez reprendre une vie normale jusqu'à 14h où on parlera réhute. Merci. 3, 2, 1.